Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Bien avant de devenir la première AMAP de France, la ferme des Olivades à Ollioules appartenait, il y a plus de 2 siècles, à un fermier royal qui ne survécut pas à la Révolution de 1789. Un événement sans effet réel sur ces terres qui demeurent agricoles, sinon que leur production sert désormais à nourrir en priorité ceux qui les cultivent et les habitants alentours. Les actuels propriétaires des Olivades, Daniel et Denise Vuillon, ont dû faire face à de multiples tentatives d'expropriation, les unes en vue d'y installer des grandes surfaces commerciales, d'autres dans le but d'y faire passer un tramway. Plusieurs années de combat en justice leur ont permis de sauver leur exploitation familiale, désormais prise en main par la 8e et la 9e génération. Daniel Vuillon nous raconte maintenant la longue histoire familiale des Olivades et sa fille Agnès les nombreux projets qui vont ancrer l'exploitation maraîchère dans le futur. Donc ici, on est sur une ferme, un patrimoine familial qui s'appelle les Olivades, qui a une histoire très 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 ancienne, puisque l'origine de cette ferme, qui appartenait à un fermier royal avant la Révolution, du temps où ces fermiers étaient en capacité de retenir les impôts pour le compte du roi. Ces fermiers, lors de la Révolution, il y en avait 60 en France, ils ont tous été exécutés. Et celui qui était propriétaire de ce patrimoine a été exécuté à 74 ans. Donc il avait quand même profité largement des avantages que lui offrait son métier. Et donc il y a eu une répartition de leurs biens après la Révolution. Et c'est ainsi que cette terre, cette propriété a été achetée par un ébéniste d'art de Toulon qui s'appelait Monsieur Sénéquier, à qui on doit toutes les boiseries qu'il y a à la cathédrale de Toulon, que l'on peut voir encore aujourd'hui. Et il avait un fils qui était chanoine, le chanoine Sénéquier, dont une rue de Toulon porte son nom, et qui était, très très branché sur tout ce qui était liturgie. Il a écrit beaucoup, il a beaucoup lu, il a fait beaucoup de recherches, et ils ont, le père et le fils, développé ici une production agricole basée sur la vigne et l'olivier. Et ils ont donc tout planté en vigne et ils ont mis beaucoup d'oliviers sur toutes les allées. Et ils ont construit une cave pour faire le vin. Et ils ont construit une chapelle qui est présente dans la maison où les gens du quartier venaient aux offices le dimanche. Et au décès du chanoine, ce bien est arrivé à sa nièce qui était mon arrière-grand-mère. Qui était la famille Laureau, dont on connaît bien à la Seine Germain Laureau, qui était un médecin dont une place porte son nom, et qui était le médecin qu'on appelait le médecin des pauvres, parce qu'il était très, très soucieux de donner son soutien à tous ceux qui n'avaient peu de moyens. Et donc cette famille Laureau a donc hérité de cette propriété et a mis un fermier pour cultiver. Et ils étaient quand même dans cette famille originaire aussi de Toulon, et ils avaient de forts attachements à tout ce qui était lié à la mer et à la marine. Et donc ils ont fait des aménagements. Ils ont construit par exemple la tour, le belvédère, que l'on peut voir encore aujourd'hui. Ils ont construit un bassin avec une éolienne pour pouvoir avoir de l'eau, et ce bassin remplissait aussi des caisses à eau qui étaient sur l'arrière de la maison pour qu'il y ait de l'eau potable à tous les étages. Ils ont construit le 2e étage aussi, et ils ont aménagé petit à petit cette propriété. Et les enfants de mon arrière-grand-mère, donc ma mère et ses sœurs, ont hérité à leur tour de cette propriété. Et du côté paternel, mon grand-père avait acheté la propriété d'à côté. Lui, il était d'origine lyonnaise. Et donc, il s'était installé dans la propriété d'à côté. Et mon père et ma mère, en tant que voisins, eh bien,
ont décidé de mener une vie commune, de se marier, et ils ont décidé de prendre en main la ferme des Olivades. Donc ça se passe en 1936. Et donc, ils ont vécu entièrement de la ferme. C'est devenu leur métier, quoi. Et il s'est avéré que dans les années 50, la production de vin de table qui était produite localement n'était pas d'un rapport très très important. Et en 1956, tous les oliviers ont gelé. Ce qui fait que l'activité principale de cette ferme était complètement remise en question. Et mon père, petit à petit, a reconverti l'exploitation dans une production maraîchère particulière qui était la monoculture de l'artichaut. Et il a produit l'artichaut blanc, ou l'artichaut hiérois ou mako, pendant des années, et il est allé jusqu'à cultiver 25 hectares de cette monoculture de l'artichaut, dont l'ensemble de la production était expédiée, voire exportée, sur la France et un peu sur l'Angleterre. Et absolument aucun produit de ces artichauts n'était consommé sur place. C'était un débouché à l'expédition, quoi. Et il s'est avéré qu'après les accords de Rome, la concurrence italienne a remis en cause, mais au bout d'une quinzaine d'années, la rentabilité de cette production, parce que les Italiens arrivaient un peu avant nous. La région de Naples était un peu plus précoce que la nôtre, et ce qui fait que les coûts de production en Italie étant beaucoup plus bas qu'ils étaient en France, il y a eu une concurrence qui a commencé à se faire sentir. Et donc là, il a commencé à reconvertir la ferme vers le marché local, vers le marché de gros de Toulon, d'abord, qui était à Mayol à l'époque, et puis par la suite à Saint-Emus, lorsque ce marché a déménagé du centre de Toulon vers le marché de Saint-Emus, quoi. Donc il a commencé à diversifier, mais il était pénalisé par le fait qu'il n'y avait pas d'eau. Et la culture de l'artichaut qu'il faisait auparavant était une culture qui était adaptée à une situation de peu d'eau, puisque c'est une culture qui se mettait en place dans l'été, où il mettait un petit peu d'eau avec des algues qu'il allait chercher sur les plages pour garder l'humidité. Et puis, dès qu'il y avait des pluies, parce qu'avant, la météo était beaucoup plus régulière qu'elle ne l'est aujourd'hui, il y avait toujours un orage dans la deuxième quinzaine d'août. Et en septembre, il y avait quand même quelques orages. Et après, à partir d'octobre, c'était la saison des pluies. Et ça, c'était réglé comme du papier à musique, hein. Bon, maintenant, on n'est plus du tout dans cette situation. Mais donc, il fallait qu'il arrive à faire démarrer la culture, mais après, les pluies naturelles faisaient qu'on allait jusqu'à la pleine production qui était au mois d'avril-mai, sans qu'il y ait besoin de forte irrigation ou d'arrosage, quoi. Et c'est pour ça que c'était une culture qui était adaptée à des localisations qui étaient relativement sèches. Alors, ce qui s'est passé et qui a tout changé, c'est qu'en 1977 est arrivé le canal de Provence. Et l'arrivée du canal de Provence a donné à des sites comme celui-là des possibilités de produire tout ce qu'on voulait, même en plein été, et de diversifier fortement les productions. Ça a été évidemment pour l'agriculture locale une richesse et une plus-value exceptionnelle, parce que alors que les générations passées ont passé leur vie à chercher de l'eau, à essayer de trouver les techniques et les moyens pour arriver à utiliser, à trouver de l'eau. Et bien là, il suffit d'ouvrir une borne et on a de l'eau en quantité, sous pression. Et donc ça a bouleversé complètement à la fois les modes de production, mais aussi cette obsession que l'on pouvait avoir du risque de manquer d'eau au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire en plein été, quoi. Et donc là, il a pu diversifier ses productions à partir de 1977. Moi, je m'étais installé avec mon frère
dans une propriété qui est à côté, sur la Seine-sur-Mer, et où nous avions développé une production diversifiée de fruits et légumes, et en particulier sous abri, parce qu'on était sur une exploitation qui a été morcelée par le passage de l'autoroute et qui a été construit en 1973. Et donc, on a dû intensifier nos productions en étant le premier à développer la production sous grand tunnel, sous serre plastique. Hein. C'était le lancement de la plasticulture qui allait quand même bouleverser énormément les pratiques culturelles qu'on avait jusque-là, quoi. Donc nous, on était installés finalement à 2 km des Olivades. Mon père étant en pleine activité, eh bien, il a continué jusqu'à sa retraite en 1984. Et en 1984, donc moi j'ai quitté l'association avec mon frère pour reprendre la ferme familiale, donc et puis développer là une production diversifiée de fruits et légumes, alors que l'exploitation avec mon frère s'était orientée petit à petit à cause de la difficulté de la commercialisation des primeurs, parce que nous produisions des primeurs sous ces serres plastiques, avec la concurrence de l'Espagne cette fois, eh bien, nous avons dû reconvertir la production vers la production florale. Et mon frère, par la suite, est devenu un des meilleurs spécialistes de la production d'œillets multiflores, qui était très, très prisé à ce moment-là. Et il a lancé la monoculture de cette fleur sur l'ensemble des serres que nous avions montées ensemble, quoi. Et donc moi j'ai repris ici, mais en restant dans les fruits et légumes et en diversifiant nos modes de commercialisation, à la fois en ouvrant un point de vente direct à la ferme, mais aussi en faisant la vente de Migros auprès de tous les supermarchés du coin qu'on livrait tous les matins. En 1989, la propriété d'à côté a été vendue et s'est construit un hypermarché qui s'appelait Continent et qui s'est construit en 1989. Et en 1987, pour que cet hypermarché puisse se construire, il y a eu un changement de zonage des terres des Olivades qui sont passées d'une zone agricole à une zone NA, qui voulait dire que il y aurait des projets futurs de développement sur cette zone dont on ne connaissait pas encore ce qu'ils allaient être, mais où l'activité agricole y était interdite. Alors ça voulait dire que je ne pourrais plus céder les activités de cette ferme, et que forcément elle était condamnée à disparaître. Voilà. Alors c'était un petit peu embêtant parce que depuis 1804 où nous sommes ici, moi j'étais la 7e génération qui était en charge de ce patrimoine familial. Eh bien, les choses allaient s'arrêter le jour où j'arrêterais mon activité. On a eu une première menace d'expropriation totale en 1988, lorsque les chantiers de la Seine ont fermé. La mairie d'Olioul a voulu faire une zone d'activité pour installer des entreprises, pour créer des emplois pour les chômeurs, les 5000 chômeurs de la Seine-sur-Mer liés à la fermeture des chantiers. Et donc, cette zone d'activité, ils avaient prévu de la faire ici, et on a eu une menace d'expropriation totale. Et on s'est bagarré contre cette menace parce qu'on ne comprenait pas pourquoi, pour installer des entreprises, on commençait par en supprimer une.
parce que nous, c'est une entreprise. On avait des salariés, on avait une activité économique. Et on ne comprenait pas pourquoi d'autres viendraient s'installer à notre place pour faire la même chose, c'est-à-dire créer des emplois, créer un chiffre d'affaires, c'est-à-dire une activité économique. Et on a gagné contre cette procédure d'expropriation. Le préfet n'a pas suivi la mairie et n'a pas pris de déclaration d'utilité publique. Et en sortant de chez le préfet, l'adjoint à l'urbanisme de l'époque de la mairie d'Olioul, qui était notaire aussi, donc il connaissait bien le métier, et il me dit « Je vous félicite parce que de par mon métier, je défends la propriété privée. Mais en tant qu'élu, vous nous ennuyez beaucoup, et on vous aura à votre retraite. » Alors là, moi qui étais en pleine activité, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il m'aura à ma retraite. » Et 20 ans après, lorsque j'étais en âge de prendre ma retraite, je me suis rendu compte qu'effectivement, si je prenais ma retraite, il y a tout qui s'écroulait et il pouvait envoyer ses bulldozers, quoi. Et donc, on a depuis, on n'a jamais arrêté de nous battre contre des expropriations de toutes sortes, des pertes de terrain qu'on louait, du tracé de tramway qu'ils ont trouvé pour couper la propriété. Alors, on se demande ce que vient faire un tramway ici. Et bon, enfin... Depuis 87, il a fallu se mobiliser, passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à défendre ce petit îlot de verdure qui se trouve de plus en plus coincé entre des lotissements, une zone d'activité commerciale et puis cette oasis qui est là au milieu, auquel on tient beaucoup. Et eux, ils n'ont pas compris notre attachement à ces terres parce qu'ils n'ont pas compris l'histoire qu'il y avait derrière et l'attachement auquel nous, on avait à ces terres qui étaient entretenues et élaborées par nos ancêtres. Donc, c'est un attachement à un lieu qui va beaucoup plus loin qu'un chiffre sur un chèque pour dire ça vaut tant, quoi. Bon. Donc ça, ils l'ont pas compris. Ce qui fait qu'en 2019, ils en ont eu marre et ils nous ont classés en zone agricole protégée. Alors c'est extraordinaire parce qu'on passe d'une zone où l'activité agricole est interdite à une zone agricole protégée. Donc chercher la cohérence, c'est assez compliqué, quoi, hein. Mais c'est ce qu'on voulait. Mais c'est pour nous punir, parce qu'ils considèrent qu'on avait des terrains qui étaient constructibles, qui avaient donc une grosse valeur marchande, à des terrains agricoles, ça ne vaut rien, les terrains agricoles, et c'est pour nous punir. Mais nous, on est très très contents, parce qu'on n'a jamais eu l'intention de vendre, on s'en fout. Donc nous, on est bien ici, on veut rester là. Et à partir de là, effectivement, ça nous a redonné des perspectives d'avenir qu'on n'avait pas, puisque le jour où je m'arrêtais, tout devait s'arrêter. Et donc, notre fille Agnès et puis notre petit-fils Émile ont dit, ben oui, ben alors s'il y a des perspectives d'avenir, ben nous, on revient. Alors, ils ont quitté leurs activités professionnelles qu'ils avaient chacun de leur côté pour venir prendre la suite des olivades. Donc, la 8e et 9e génération est en place pour continuer cette belle aventure. Et toi, tu as pu prendre ta retraite? Et moi, j'ai pu prendre ma retraite en ayant cotisé 10 ans de plus que j'aurais pu la prendre 10 ans avant, quoi. Mais bon, ça a permis de sauver, en tout cas pour le moment, de sauver ce petit îlot de verdure qui, on le verra dans les projets qui sont en cours, va s'ouvrir encore plus au public qu'il ne l'a été jusque-là, quoi, hein. Alors la MAP, c'est quand même le point central de l'exploitation agricole aujourd'hui et on s'en séparera jamais parce que c'est une alternative économique qui n'a plus à prouver son succès, que ce soit chez nous et après toutes celles qui se sont développées en France en circuit court. Ce partenariat avec le consommateur, il est très important et très agréable. Et en revanche, c'est vrai que développer des activités complémentaires sur une ferme agricole, c'est important aujourd'hui par rapport à la pression foncière qu'il peut y avoir.
et aux atouts économiques qu'ont certaines fermes agricoles qui incitent justement ceux qui y vivent à développer ces activités, notamment dans les bâtiments agricoles ou dans les grandes bâtisses, comme c'est le cas aux Olivades, avec un projet multi-activités lié essentiellement à chaque fois la pièce maîtresse, c'est quand même l'exploitation agricole. Donc il y aura la ferme auberge où on mangera donc les produits qui sortent des champs dans des plats généreux, servis en général au plat. Donc on vient manger dans une ferme en réalité et découvrir les saveurs de tous ces légumes et des produits par des paysans partenaires avec lesquels on travaille. Cette ferme auberge aura aussi l'avantage de pouvoir arriver à un but de zéro déchet sur la production agricole, puisque tout ce qui sera pas distribuable en AMAP ou aux AMAPiens, vraiment le second, le troisième choix, pourra être transformé à la fois par un atelier de transformation et une conserverie, ou transformé pour être mangé sur place. Parce que c'est pas parce que c'est un peu abîmé, un produit, que pour autant il faut le mettre à la poubelle. On peut encore le travailler et il est souvent très bon. Ensuite, à côté de cette ferme auberge, il y aura des chambres d'hôtes dans le grand corps de ferme, qui était la maison de mes grands-parents. Et à côté de cette chambre d'hôtes et de cette ferme auberge, un centre de formation dédié à la fois au métier de l'agriculture, mais aussi au métier de la bouche, avec notamment des partenariats avec les lycées hôteliers pour que nos futurs chefs de petits ou grands restaurants en France puissent se retrouver ici 1 heure dans une salle de conférence et 5 ou 6 heures dans les champs, à connaître les produits et connaître la saisonnalité qui est souvent oubliée. Crise sanitaire oblige et frilosité de nos banques bien connues oblige aussi. On va faire par pan. Donc on va commencer par la ferme auberge parce qu'en fait l'accès à une cuisine professionnelle ouvre sur toutes les activités. Parce que si on veut accueillir des gens dans un centre de formation et servir à manger au public, il faut une cuisine professionnelle. Si on veut servir des petits déjeuners à des gens qui dorment, il faut une cuisine professionnelle. Et pour une ferme auberge, j'en parle même pas, c'est essentiel aussi. Donc on commence par la cuisine professionnelle. Ça nous permettra de rebondir sur la ferme auberge, éventuellement déjà commencer à organiser des formations sur les terrasses ou dans la maison. Mais on commence pour l'instant par les travaux de donc la cuisine et le rez-de-chaussée. Ensuite, on entamera dès qu'on pourra, si les banques, on peut présenter des dossiers de crédit à l'automne 2021, on ne sait pas trop, présenter un dossier pour faire les travaux de la maison et du centre de formation. Donc ça va un peu dépendre de l'attitude des banques en fait, parce que localement, elles nous suivent, elles nous connaissent, elles connaissent le projet, elles connaissent les Olivades, mais les lignes nationales et les directives nationales voilà, ne sont pas les mêmes. Donc du coup, on est un peu bloqué de ce côté-là. Du coup, j'ai lancé un financement participatif pour m'aider, puisque moi, je vais abonder par mes deniers personnels et peut-être faire un prêt personnel en attendant qu'un prêt professionnel soit possible. Et puis, ce financement participatif donc, va m'aider du coup pour les équipements, notamment de la cuisine professionnelle. En chiffres, aujourd'hui, l'exploitation agricole pour notre AMAP, c'est 6,5 hectares de plein champ, plus 1,5 hectare sous serre, non chauffé évidemment. Au niveau de l'AMAP des consommateurs, on est à peu près à 200 familles. On a 2 distributions par semaine, à peu près de 80 paniers. Et ensuite, on a une douzaine de producteurs partenaires qui viennent qui font des contrats AMAP avec nos AMAPiens, par exemple les œufs, la volaille, le fromage de chèvre, la farine, les pois chiches, les pruneaux, les clémentines, bon, tout ce qu'on peut trouver en production en circuit court, puisque ce sont souvent des producteurs qui sont très proches de nous, voire un peu plus loin, notamment pour la viande, puisqu'on n'a plus d'abattoir, on n'a plus d'élevage et on n'a plus d'abattoir, on n'a plus rien dans le Var.
Mais donc une douzaine de producteurs et on a également des restaurants partenaires, des chefs de cuisine qui s'engagent à prendre, alors non pas un panier, mais ils vont multiplier le nombre de paniers en fonction de leurs besoins. C'est un peu compliqué pour eux au début à calculer, mais après ils s'adaptent tout à fait à ce qui sort des champs pour adapter leur carte et leur menu. Et on est en partenariat avec en ce moment 4 ou 5, entre 4 et 6 restaurants, plus le lycée Langevin, qui se sert aussi en circuit court chez nous. Alors lui, il a pas un contrat AMAP, il a que les surplus de production. Donc il n'a pas le choix, puisque la production est quand même réservée aux AMAPiens, aux consommateurs. Et quand il y a vraiment un gros surplus de production, ça part au lycée Langevin. Et on va peut-être nouer un nouveau partenariat avec le collège à la Seine-sur-Mer, Paul Éluard, qui est un petit collège de 300, il y aura 300-350 demi-pensionnaires. Donc voilà, la MAP et la vie de la MAP aujourd'hui. Et ce que l'on pourrait considérer comme une contrainte en AMAP, notamment de ne pas choisir les produits de son panier, est en réalité pour le consommateur en AMAP un avantage, pour plusieurs raisons. D'abord, il va remanger des légumes qu'il ne mangeait plus du tout, parce qu'il ne les trouvait plus bons, ou parce qu'il les aimait plus, ou parce qu'il ne les avait jamais goûtés. Et il va aussi découvrir des nouveaux légumes qu'il n'avait jamais mangé par avant ou qu'il ne connaissait même pas, parce qu'on fait souvent dans la biodiversité, on fait beaucoup de produits différents. Et ça, c'est un avantage que les consommateurs nous disent tout le temps. C'est extraordinaire, on goûte de nouveaux goûts, on a des nouvelles saveurs, on a des nouveaux produits. Il faut un tout petit peu cuisiner, mais sans plus, parce que les jeunes couples qui travaillent et qui ont des enfants en bas âge, ils arrivent à tenir un AMAP, donc il n'y a pas de raison que les autres ne tiennent pas. Et vraiment, tout ce qui en réalité est une contrainte n'est pas du tout une contrainte dans l'esprit du consommateur en AMAP. Il sait qu'on va lui imposer des légumes et il s'adaptera. Et c'est vraiment ce qui se passe, mais très 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 vite. En un mois, le consommateur qui remplit son panier ne choisit plus le légume. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le beau légume, il prend n'importe quel légume, il s'en fiche dans la caisse. La première AMAP, elle a été faite avec les militants altermondialistes de l'association ATTAC, qui étaient des personnes avec une majorité de l'enseignement et qui avaient un certain âge, quoi. Et une prise de conscience. Mais ils ont vite été remplacés par aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle est de 32-34 ans, quoi, dans la MAP. C'est lorsque l'enfant paraît dans la famille que on s'inquiète de la nourriture à lui donner. Et ce système apporte à la fois la transparence, la rapidité, c'est vite fait, et l'éducation au goût de l'enfant. Et tout en lui garantissant sa santé, quoi. Donc ça répond complètement à l'exigence et la demande des jeunes couples qui sont paumés parce que eux-mêmes, bien souvent, sont hors sol et sont partis dans des modes de consommation où ils font pas trop attention à ce qu'ils consommaient, quoi. Puis d'un seul coup, la naissance de l'enfant, boum, les met sur terre parce qu'ils se rendent compte que la nourriture, c'est quand même vachement important pour la croissance de l'enfant et sa santé, quoi. Ce qui a beaucoup changé je trouve dans l'attitude du consommateur et la consommation en France par rapport au circuit court, c'est qu'il y a quand même eu cette prise de conscience des circuits courts et aujourd'hui c'est une vraie alternative économique dans ce recensement agricole dont parlait mon père tout à l'heure, qui a lieu tous les 10 ans, donc c'est quand même très long. En 2010, il n'y avait pas la MAP et les circuits courts dans ce recensement agricole sur le mode d'activité économique et comment vous vendez vos légumes. Voilà, il fallait le dire, mais on ne rentrait pas dans les clous parce que la MAP n'existait pas. Et là, c'était rigolo parce que cette année, il y avait la MAP. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une réelle reconnaissance de la MAP ou du circuit court.
Alors après, aujourd'hui, on voit un peu fleurir tout type de réseaux qui sont pas du tout comme de la MAP. La ruche qui dit oui, les paniers d'avoine. Alors, ce qui est important, c'est que il faut que le consommateur ne soit pas lésé et connaisse toujours son producteur. La transparence entre le producteur et le consommateur, c'est ça qui, en réalité, est la seule charte de confiance qu'il peut y avoir, quel que soit le système choisi, AMAP ou autre chose. Et bien souvent, dans ces paniers divers qu'on va chercher chez un buraliste ou au pied d'un magasin, on ne sait pas d'où ça vient. Donc du coup, on perd la traçabilité, on perd la transparence des produits, et ça, c'est dommage. Si le consommateur a connu une AMAP, de lui-même, il va avoir le réflexe de poser la question, mais d'où ils viennent ces produits ? Qui est le producteur ? Mais si le consommateur n'a jamais connu l'AMAP, il croira peut-être que l'AMAP, c'est ça. Mais la confiance, ça se mérite, et c'est sans doute ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, puisque les gens n'ont plus confiance du tout en rien, ou en pas grand-chose, doutent un peu de tout, voire même des dispositions que peut prendre leur gouvernement en termes de santé, voire même sur la qualité des vaccins, etc. Donc les réseaux sociaux participent beaucoup à ça. Mais justement, ce qui fait le fondement du concept AMAP, c'est la confiance. Et la confiance, ça se mérite, c'est la relation de transparence qu'il faut avoir, que doit avoir le producteur dans ses pratiques, dans sa relation. Et celui qui triche, très vite, ça se sait, et ne renouvelle plus le nombre de contrats qu'il lui faut pour arriver à vivre. Donc ce système contient en lui-même son autodiscipline, quoi. Et pour donner un exemple, il y a en région parisienne un producteur d'œufs qui vendait sur le marché dans un petit panier ses œufs avec des plumes et un petit peu de crotte de poule, et les Parisiens achetaient volontiers ces œufs. Ça, c'est les œufs d'une vraie poule, quoi. Et puis il est rentré en AMAP et il a eu un gros succès dans l'AMAP. Et donc il y a eu de plus en plus de demandes, et il avait de plus en plus d'œufs, etc. Et puis un jour, il y a un consommateur qui a vu que sur un œuf, il y avait un numéro, quoi, qui est obligatoire maintenant. Et donc il téléphone à la répression des fraudes en disant mais c'est quoi ce numéro ? Et alors la répression des fraudes, là vous avez des œufs qui proviennent d'un élevage industriel de Charente, quoi, hein. Et donc le consommateur a dit ça à ses copains. Et évidemment, plus personne n'a renouvelé les contrats, et il est retourné sur son marché avec son petit panier et ses œufs, soi-disant paysans. Et donc, c'est un système qui interdit, enfin, la tricherie un jour apparaît et boum, à ce moment-là, tout s'arrête, quoi, hein. Donc, il est excessivement important que le producteur soit quelqu'un qui explique. Et ça, il y a beaucoup de producteurs qui sont pas des bons parleurs, quoi, hein, et surtout chez les éleveurs, hein. Les éleveurs sont compliqués, hein. Mais il faut faire l'effort de beaucoup de communication. Il faut anticiper les questions qui vont être posées, quoi, hein. Bon, on a raté, où il y a un semis qui est pas sorti quand il fallait. 3 mois après, le produit va manquer. Eh bien, il faut l'annoncer. Il va dire, tiens, les carottes, il n'y en aura peut-être pas autant que ce qu'on avait prévu, parce qu'il y a eu 40% de levée au lieu d'en avoir 100, quoi, hein. Donc, il y aura un peu moins de carottes. Plutôt que d'attendre qu'ils disent, oh, il n'y a pas de carottes dans le panier. Et donc, on peut anticiper et on peut raconter ce qui se passe et dire précisément, voilà, il n'y a pas de carottes, mais il y aura par contre beaucoup de ceci, parce que cette culture-là a bien marché, quoi. On peut même appeler à l'aide aux AMAPistes
vient parfois quand on est dépassé, qu'il faut désherber et que l'équipe de travail, on n'est que 4 ou 5, on leur dit il faut faire des ateliers désherbage, il faut venir nous aider, les poireaux, il faut venir ramasser les pommes de terre, il faut nous aider à ramasser les tomates cerises, sinon vous n'en aurez pas assez dans le panier, et il y en a plein dans le champ. Donc c'est vraiment ce partenariat qui est assez magique en fait. Pour revenir à la confiance, quand il nous est arrivé, avec Daniel, quand on allait aider à accompagner la création d'AMAP, il nous est arrivé de refuser, de ne pas valider la création, le projet carrément, parce qu'on n'arrivait pas à faire rentrer le producteur dans ce système de transparence. Et on refusait, mais on faisait bien, parce que en fait c'était des gars qui ne voulaient pas passer en bio, parce qu'ils voulaient continuer à faire ce qu'ils voulaient. Ah non, nous on promettait aux gens une agriculture saine. Voilà, on ne validait pas. C'est pour dire que vraiment le lien avec le producteur, c'est énorme, parce que le producteur s'engage aussi, le consommateur s'engage financièrement, mais nous, on a un engagement vraiment de respecter notre façon de travailler et de respecter aussi, on leur dit comment est calculé le prix du panier. Voilà, il ne faut pas se dire, allez, on va prendre encore 50 pour avoir 50 chèques de plus. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas possible. Et vraiment, après, une fois qu'on avait installé cette confiance entre les deux, que ça pouvait marcher, bon, Daniel a amené aussi son expertise agricole, savoir s'il était en capacité de produire. D'ailleurs, quand on arrivait dans un jardin et qu'il n'y avait pas de production, on attendait la saison d'après pour valider sur quoi on pouvait se baser s'il n'y avait aucune production. On avait vraiment un rôle de censeur, mais c'était normal. On voulait respecter les bases de la MAP, vraiment dans ces valeurs, c'était fondamental. Voilà. Mais quand les bases étaient posées, et aujourd'hui, on a dans toutes les régions ces fameuses premières AMAP historiques, mais qui ont des bases tellement saines, qui sont capables, elles aussi, d'accompagner les autres projets. Et on est content d'avoir insisté vraiment sur ces créations à la perfection. Bon, il y a toujours le côté humain, il y a toujours des difficultés avec le caractère de l'un et de l'autre, mais voilà. Maintenant, aujourd'hui, les AMAP historiques, ce sont vraiment des bons systèmes.